Donc, une fois qu'on a bien posé ces définitions et ces concepts par Nathalie, maintenant, comme elle l'a dit, on a besoin de méthodes et d'outils pour caractériser, pour évaluer les crises. Et c'est Frédéric Delport, qui est chef du département santé des forêts, qui va nous exposer cela. Et je signale que Frédéric est co-auteur du guide de gestion des crises sanitaires en forêt, qui est la deuxième édition étant parue l'année dernière. Un guide que je vous conseille non seulement d'avoir sur votre bureau, mais en plus de l'ouvrir et de le consulter. Frédéric, c'est à toi. Merci beaucoup, Claude. J'ai vu que vous aviez mis le diapo. Je vous propose que vous le présentiez. Ça évitera de perdre du temps à ce que j'essaie de le charger. Donc, effectivement, je vais beaucoup m'appuyer sur le guide de gestion des crises sanitaires en forêt. J'en suis pas le co-auteur, j'en étais le co-coordinateur. Hein, c'est vraiment un guide qui représente un travail collectif et que je me suis borné avec deux autres collègues à coordonner. Tu peux Donc, le faire toi-même, en fait. On va parler de méthodes de détection et de suivi de crise. Vous avez déjà vu ce schéma dans la présentation de Nathalie Breda. La particularité des crises sanitaires en forêt, la différence des incendies ou des tempêtes dont ont parlé les orateurs précédents, c'est que on est face à une très grande diversité potentielle de phénomènes. Ces crises peuvent être totalement inédites. Hein, certaines maladies émergent alors qu'elles sont totalement inconnues, par exemple la calarose du frêne ces dernières années, et elles ont donc par conséquence un certain nombre d'incertitudes tout le long de leur déroulé. Et donc on peut avoir des difficultés pour caractériser le début de la crise, pour caractériser la fin de la crise. On a une crise qui s'étend sur un temps long. Hein, on parle de 3 à 10 années. Michel Badré parlait des 2 ans, la tête dans la lessiveuse après les crises, la tempête de 99. Là, on peut avoir des crises qui durent longtemps. Et donc, il va falloir faire face à cette longue durée et avec une acuité qui peut évoluer au cours du temps. Ces crises sanitaires, on peut néanmoins tenter d'en faire une typologie. Elles peuvent être mono ou plurifactorielles, elles peuvent être biotiques ou abiotiques. En règle générale, elles vont se traduire par des mortalités et des mortalités qui sont différentes des mortalités normales en forêt, mais pas seulement. On peut avoir aussi des crises qui sont liées à des risques pour la santé humaine. On a déjà évoqué les chenilles processionnaires du chêne et leur caractère urticant. Je parlais de la calarose du frêne. La calarose du frêne, elle a pu conduire à fermer des forêts publiques pour éviter le risque de chute de branches ou d'arbres sur des promeneurs. Donc, ces risques de santé humaine peuvent conduire à des situations de crise. On peut aussi avoir des situations de crise. Alors là, je pense à la maladie des bandes rouges, qui est un cas qui est décrit dans le guide et qui a été une forme de crise pour la gestion forestière et qui avait un impact principalement sur la croissance. On peut aussi avoir une crise qui se traduit par un impact sur la qualité des bois. Vendredi dernier, j'étais en forêt domaniale de Troncé et on a une crise de dépérissement avec en plus une altération de la qualité des bois qui pose aux gestionnaires forestiers de telles difficultés qu'il a déclaré l'ensemble des forêts, des chênaies publiques de l'Allier en crise. Et on peut enfin avoir une crise qui se caractérise par un problème majeur de renouvellement forestier. Je pense par exemple à la crise hanneton forestier en forêt, dans les forêts publiques du sud de l'Oise, qui est aussi décrite dans le guide, où le problème principal est un échec complet de renouvellement de la forêt, que ce soit par régénération naturelle ou par plantation. Cette typologie, elle est reprise dans le guide sous la forme du tableau que vous avez à droite de la diapo, qui est peut-être pas très lisible, mais qui, avec des exemples, mais que vous retrouverez soit dans le diaporama quand il vous sera adressé, soit dans le guide de gestion des crises sanitaires en forêt. Alors, dans la mesure où ces crises, elles sont très diverses, où elles peuvent être causées par des agents totalement nouveaux. Elles peuvent être aussi causées par des agents qui dorment pendant de très longues années. Je pense au hanneton, je pense à la processionnaire du chêne qui était restée relativement discrète, qui s'était manifestée au tout début de la création du DSF il y a 30 ans et qui, ces dernières années, est réapparue. Et donc, ces caractéristiques
font qu'il y a besoin de surveiller, il y a besoin d'une surveillance sanitaire de la forêt pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, pour bien comprendre quels sont les facteurs qui sont en jeu, comment ils varient dans le temps. Et ça, c'est ce que fait le DSF. Myriam Leguet l'a mentionné dans son introduction, organisé avec une tête de réseau à Paris, 6 pôles régionaux ou interrégionaux, 250 correspondants observateurs qui sont des forestiers de terrain à l'ONF, au CNPF, dans de diverses structures d'appui à la forêt privée, dans les services forestiers de l'État, notamment les DDT, et avec des experts nationaux qui sont hébergés à l'INRAE pour faire le lien avec le monde de la recherche, puisque cette surveillance, elle se fait dans le cadre d'un large partenariat. On a besoin de l'appui des laboratoires, c'est en haut et à droite de la diapo, pour affiner les diagnostics entomologiques ou les diagnostics sur les pathologies forestières. On a besoin d'un lien avec les gestionnaires forestiers. On a besoin d'expertise pour détecter, caractériser, comprendre, et ça c'est le lien avec le monde de la recherche, que ce soit la recherche appliquée mise en œuvre par le CNPF, l'ONF, que ce soit la recherche plus fondamentale mise en œuvre par l'INRAE, le CNRS, les universités. Il y a le rôle particulier de l'IGN, et enfin des partenariats de niveau internationaux. On a un certain nombre de pays où, et certains, j'ai vu que certains collègues francophones hors de nos frontières aient participé à ce colloque, et je les salue. Et c'est très intéressant de savoir ce qui se passe dans d'autres pays. Certaines crises peuvent se dérouler dans d'autres pays avant de se dérouler chez nous. Dans le guide de gestion, il y a l'exemple, par exemple, il y a l'exemple du nématode du pin au Portugal qui a causé une grave crise qui est toujours en cours. Le nématode du pin est absent de France, mais l'expérience portugaise nous apprend beaucoup de choses et nous aide à mieux nous préparer, à mieux comprendre le déroulé de la crise avant que cela survienne éventuellement chez nous. Très rapidement, cette surveillance, elle est conduite selon 3 axes. Un suivi spécifique de la vingtaine d'organismes ou de problèmes qui causent la majorité des dégâts. On va retrouver dans ces problèmes certains qui peuvent conduire à des crises sanitaires. Il y a les scolites de l'épicéa, par exemple. Une veille sylvo-sanitaire beaucoup plus large pour regarder les choses de manière indiscriminée, sans a priori. Et là, on peut regarder 1100 problèmes différents. C'est ce qu'il y a dans nos bases de données à l'heure actuelle. Et puis, ça a été rapidement mentionné par Myriam lors de son introduction, la surveillance des organismes réglementés. Là, il s'agit d'organismes qui sont absents du territoire national, dont on veut pouvoir prouver l'absence vis-à-vis de nos partenaires commerciaux et qu'on veut aussi détecter très rapidement au cas où ils surviendraient, puisque dans ce cas, on mettrait en œuvre des stratégies d'éradication. Ces 3 grands axes sont complétés par un suivi à long terme de la santé des forêts. Ça a été mentionné par Michel Badré, et ce sont les outils qui ont été mis en place depuis 30 ans, le réseau systématique européen de suivi des dommages forestiers, Renecofor, et puis un outil qui est bien plus ancien et qui est tout à fait crucial, c'est l'inventaire forestier national qui fait depuis une dizaine d'années un certain nombre de suivis sanitaires. Alors, pour rentrer dans les outils concrets et les types de critères qu'on peut utiliser pour savoir qu'on entre en crise. Nathalie Breda l'a mentionné, un critère qui est très utilisé, c'est le taux de produits accidentels récoltés. Avec ce seuil à 20% en plaine, on considère que si on est à 20% de produits accidentels, à 20% de la récolte normale, on est déjà dans une situation de crise. Alors Jean-Luc Perron disait une année de récolte. Alors une année de récolte, là on est dans une situation de catastrophe, effectivement. Mais dès qu'on considère qu'au-delà de 20% de la récolte normale, on est déjà dans une situation de crise. On peut aussi regarder les choses en termes de proportion de capital sur pied atteint, de nombre de coupes d'urgence, notamment en forêt privée, par rapport à ce qui est prévu dans les plans de gestion. L'extension géographique, ça a été déjà mentionné, est un critère important à regarder. Les difficultés majeures à renouveler la forêt peuvent être un indicateur. Encore faut-il avoir les outils pour suivre ce renouvellement. L'ONF, par exemple, dispose d'une base de données sur la régénération qui aide à suivre ces questions. Le DSF a un outil de suivi des statistiques de réussite des plantations.
Les impacts sur la filière bois peuvent être aussi un critère de décision d'entrée en crise sanitaire, une saturation complète de la filière ou au contraire un manque de ressources parce qu'un problème sanitaire va priver un segment de la filière d'approvisionnement. Les atteintes à la santé humaine, on l'a mentionné, alors à ce moment-là, il faut se tourner du côté des autorités chargées de la santé publique, c'est l'ARS ou c'est les communes avec le rôle de protection des populations des mers qui vont détecter des problèmes, par exemple, d'urtication liée à la processionnaire du chêne. Je pense récemment à une expérience de suivi de ces problèmes processionnaires du chêne dans le département des Vosges. On peut aussi utiliser l'expertise de personnes référentes. Je parlais du nématode du pin au Portugal. Le nématode du pin, pour l'instant, il est absent de France. Seulement, maintenant, on le connaît assez bien pour, au moment où on en trouvera un en France, avant même les premiers dégâts, on pourra dire qu'on est en crise. Au premier pin contaminé par un nématode du pin, on sera déjà en crise, indépendamment de la petitesse du dégât, parce que grâce à l'expertise accumulée, on sait très bien quelle va être la dynamique de ce ravageur. Alors ensuite, pour suivre la crise, et ça, plusieurs intervenants précédents ont insisté, quand on est face à une crise, il faut comprendre ce qui se passe. Et donc, il y a l'entrée en crise, mais ensuite, il faut se donner les moyens de suivre ces indicateurs. Finalement, ça va être les mêmes indicateurs, mais il faut les suivre tout au long de la crise. Suivre le taux de produits accidentels, suivre la surface passée en coupe extraordinaire, suivre l'extension géographique. Et là, on peut avoir un outil de type télédétection qui peut être utile. J'y reviendrai. Il y a un cas particulier qui est celui des dépérissements. Dans une crise de dépérissement, on va avoir une dégradation de l'état sanitaire des arbres sans forcément arriver tout de suite à des mortalités. Et pour autant, les gestionnaires vont se trouver dans une situation de crise. La gestion forestière va être remise en cause. Et là, on a des outils particuliers pour suivre ces questions de dépérissement. Ces outils, ils se basent sur l'observation des houppiers. En observant les houppiers qui vont nous donner des indications sur l'état sanitaire des arbres, on va essayer de mesurer l'ampleur et la dynamique du dépérissement. L'intérêt de ces outils, c'est de pouvoir suivre la dégradation de l'état de santé des arbres, même sans comprendre totalement les causes, puisqu'on s'intéresse à des symptômes. Il faut se doter d'une méthode d'échantillonnage en fonction de l'échelle, de la répétition temporelle et des moyens qu'on peut y consacrer. On peut utiliser par exemple une maille systématique, on peut se déplacer le long des voies de circulation avec quelque chose qu'on appelle le road sampling. Il faut aussi déterminer quel type de placette on utilise. Et ensuite, il y a un certain nombre de méthodes. Historiquement, au DSF, on avait développé une méthode qui s'appelait Deux-Peu-Feu, qui était une méthode à 9 critères. Utilisable pour les feuillus au stade adulte. Plus récemment, le DSF a développé une méthode simplifiée à seulement 2 critères qui s'appelle Dépéris, qui est utilisable pour les feuillus et les résineux. Le déficit foliaire est un autre indicateur qu'on suit notamment historiquement depuis la création du réseau européen, le réseau 16-16. Il y a aussi une autre méthode qui s'appelle Archi, qui a été développée par le CNPF, où on regarde la réaction des arbres à la situation de stress. On va regarder les gourmands et on va essayer d'en déduire des informations sur la résilience des arbres. C'est juste un exemple de l'utilisation des dépéris dans le cadre de l'exemple dont a parlé déjà Nathalie sur les forêts du pays des étangs. On peut avoir un rendu cartographique ou un rendu plus quantitatif. Cette méthode dépéris, elle est présentée sur le site du ministère de l'Agriculture. Vous avez l'adresse sur la diapo, avec notamment des fiches qui donnent des indications sur les arbres de référence, puisqu'on compare l'état du houppier de l'arbre dépérissant à un houppier sain. Et donc, vous trouverez toutes les fiches de référence sur ce site. Un autre outil qu'on a développé en annexe du guide de gestion de crise, c'est la télédétection. C'est un outil qui est en plein développement. Ces possibilités d'utilisation dépendent du phénomène, de la nature des informations qu'on recherche. En règle générale, c'est bien adapté à des phénomènes brutaux. Si on est face à des phénomènes diffus et dont l'évolution est lente, ça va être plus difficile à caractériser par télédétection pour l'instant. Il faut choisir sa méthode en fonction de la crise auquel on fait face. Ça peut être intéressant pour avoir une quantification exhaustive des dégâts, ce qui est toujours difficile à faire depuis le terrain si les dégâts sont largement répartis. En revanche, il y a un certain nombre de limites.
Un certain nombre d'actes de gestion peuvent être confondus avec des dégâts de crise, hein, notamment des éclaircies un peu fortes. Il faut prendre en compte la phénologie, la réaction du sous-étage, et on a besoin d'un certain nombre d'autres données, notamment des données d'apprentissage terrain, le masque pour savoir où se répartissent les peuplements et quelles essences sont présentes. On a aussi besoin de données d'inventaire si on veut ensuite quantifier et avoir des volumes. Une autre limite, c'est la lourdeur des données à manipuler. Pour l'instant, assez vite, la lourdeur des données à manipuler ne permet pas de le faire depuis des ordinateurs de bureau. Ceci dit, ce sont des techniques qui sont en évolution très rapide, à la fois en termes de précision de répétition des images, de gratuité et de capacité de calcul. C'est un exemple d'utilisation. Alors, ça, c'est un tableau que je vois qui est sûrement complètement pas lisible et qui montre les différents outils et dans quelle mesure ils sont utilisables. Donc, je vous renvoie au guide. Une chose à retenir, c'est que tout n'est pas forcément opérationnel à l'heure où on parle. Certains outils sont encore au stade de la recherche, d'autres au stade de la R&D, et il n'y a pas forcément sur étagère ou de façon presse-bouton des outils pour suivre toutes les crises sanitaires possibles. Un exemple d'utilisation pour donc un phénomène assez brutal, une défoliation de peuplement feuillu due au bombis disparate. Ça se voit sur des images satellites assez facilement à l'œil nu. Pour autant, il a fallu un traitement des images et un traitement des données par notre expert des détections au DSF pour produire une cartographie. Et donc finalement, pour en savoir plus, parce que j'ai survolé les choses très très vite, vous avez ici, donc Nathalie l'a déjà évoqué, l'adresse où télécharger ce guide de gestion des crises sanitaires en forêt et l'adresse où commander un exemplaire papier si vous préférez avoir le guide en question sur le bureau ou en forêt quand vous vous déplacez. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, je vous propose que vous les posiez par écrit et comme ça je peux vous répondre sans qu'on prenne plus de retard sur notre timing, à moins qu'on ait encore un peu de temps. Claude, c'est toi qui gères le temps. Oui, on a le temps pour une ou deux questions. Peut-être juste un petit commentaire, Frédéric. Hubert Schmitt mentionnait l'utilisation de drones dans le cadre de la télédétection. Est-ce que tu veux rajouter un mot sur cette utilisation de drones pour quantifier oui, les donc dégâts? J'ai répondu par écrit à Hubert. Alors, le drone permettra d'avoir des images beaucoup plus précises que le satellite, par exemple, ou l'avion, mais sur des surfaces plus petites. Et donc, ce que Hubert mentionnait, c'est que dans l'Allier, face au dépérissement dans les chenets publiques, les drones ont été utilisés par l'ONF pour caractériser l'état sanitaire presque à l'arbre. Ça, c'est possible à faire par le drone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, ça va permettre de calibrer une analyse plus large par satellite, une analyse aussi qui est répétée, qui est automatique. Et donc ça, c'est tout l'intérêt des satellites. Mais ces images drones, elles peuvent servir à calibrer. Alors soit elles peuvent servir à faire des caractérisations sur des surfaces plus petites. Hein, ça évite aux forestiers de parcourir les parcelles et avec des images très précises, mais on ne peut pas cartographier tout un département par drone. Et ensuite, elle peut servir de calibration pour des outils moins précis, mais qui ont une emprise plus large. Ok, merci. Écoutez, je vous propose de passer à la conférence suivante.